Alors, je suis effectivement Hugues Lacombe, j'habite Baie-Saint-Paul, je suis un astronome amateur et l'été, avec les services de loisirs de la ville, on fait des soirées étoilées, c'est-à-dire des soirées d'observation pour le public, et on fait ça à Habitat 07. On a fait l'été dernier, on va en faire d'autres cet été. Alors, surveillez le Charlevoisien, surveillez le site web de la ville, on va faire des annonces. Et j'espère que vous allez venir en grand nombre. Alors, la conférence de ce soir, elle est présentée effectivement par la ville de Baie-Saint-Paul, le service de loisirs qui organise des conférences découvertes. Et ce soir, c'est dans la série Découvertes scientifiques qu'on va parler de la planète Saturne. Et j'en profite, je suis dans mes remerciements, parce qu'il y a encore une personne qui s'en vient, alors j'étire le temps un peu. Alors, je vais remercier Mme Ouellette, qui est la responsable de la bibliothèque et qui a la gentillesse de nous accueillir dans ce très beau local pour la conférence. Alors, on va commencer, avant de parler de Saturne, on va faire des petits sujets alentours, ça ne sera pas trop long. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la région de Charlevoix. Alors, la photo que vous voyez, c'est une photo satellitaire, c'est une photo prise par un satellite et c'est une photo de la région de Charlevoix. Notre région est très spéciale parce qu'on a un lien avec le ciel, parce que Charlevoix est dans un astroblème, c'est un grand cratère, et le grand cratère a été créé par un astéroïde qui nous est tombé sur la tête. En fait, pas sur notre tête à nous, parce que c'est arrivé il y a 400 millions d'années, bien avant qu'il y ait des humains sur Terre. Alors, il n'y a pas eu de mort. Mais ça a frappé fort, et tellement fort que ça a fait un cratère. On en voit la moitié qui est sur la rive nord. Vous voyez le fleuve, vous voyez l'île aux Coudres, qui est ici. Hop, là. Et ça, c'est le grand cratère. Diamètre, à peu près 54 km. Et ce qui nous est tombé sur la tête, ça mesurait quelque part entre 2 et 4 km. C'était une grosse roche. Ça a fait un gros impact et donc ça a tout dégagé ici. Normalement, un cratère, c'est une forme ronde. On a un cratère ici, comme on trouve beaucoup sur la Lune. On voit que c'est rond. Au départ, ici, c'était rond aussi, mais on a perdu la moitié parce qu'à cause de l'érosion d'une part, mais surtout à cause des plaques tectoniques. De ce côté-ci, on est dans le bouclier canadien. À partir de l'île aux Coudres, vers la rive sud, on est sur la plaque tectonique des Appalaches. Et donc, tranquillement, le bouclier canadien entre en dessous de la plaque des Appalaches. Ça explique en partie pourquoi on a des tremblements de terre, en partie seulement. Mais ça explique surtout pourquoi on a perdu la moitié du cratère. Et donc, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion. Les cratères demeurent très, très bien formés. Sur la Terre, on a les mouvements tectoniques, on a de l'érosion, ce qui fait que notre cratère est pas mal magané, si je peux utiliser l'expression. Et un cratère qui est magané, on appelle ça un astroblème. Baie-Saint-Paul est ici. Alors, ce soir, vous êtes ici. La Malbaie est ici. Et remarquez, quand il y a un cratère, quand il y a un astéroïde qui va tomber sur un astre, ça forme un cratère, mais au centre, il y a une partie centrale qui va remonter. Et donc, ça, c'est une montagne ici sur le Tycho, dans le cratère. Et la même chose est arrivée dans Charlevoix. Et le pic central, le pointement central, c'est le mont des Éboulements. Alors, quand vous passez les éboulements, vous voyez toutes ces montagnes-là, vous êtes carrément au centre du cratère. OK. Ça, c'était le premier petit sujet de divertissement. Le deuxième, c'est la pollution lumineuse. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que j'observe le ciel. Et quand il y a de la pollution lumineuse, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des dômes de lumière et on voit beaucoup moins le ciel. Je suis très content de vivre ici parce que la ville de Baie-Saint-Paul, c'est une des municipalités au Québec qui est la plus active dans la lutte ou la plus sensibilisée à la problématique de la pollution lumineuse.
La Ville est présentement en train de préparer une politique de lutte contre la pollution lumineuse et la politique devrait être approuvée par le conseil municipal ce printemps. Je fais partie d'un comité qui appuie le conseil et on est en train de plancher maintenant sur un plan d'action pour mettre la politique en œuvre et on espère qu'à moyen terme, on va pouvoir réduire la pollution lumineuse parce qu'il y en a moins. On n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec, il y a quand même de la pollution lumineuse. Il y a un gros morceau de ce qui doit être fait qui relève de la Ville. On parle des luminaires, changer des luminaires, mettre des luminaires qui envoient la lumière vers le sol et non vers le ciel. Mais, même si la Ville va en faire pas mal, il reste que nous, à titre d'individus, de citoyens, on a aussi notre petit rôle à jouer. Et donc, la pollution lumineuse, c'est de l'éclairage qui est mal dirigé. Des fois, dirigé vers les voisins, ça ne fait pas un bon voisinage. Alors, j'encourage tout le monde à réfléchir à votre petite situation chez vous et regarder ce que vous avez comme éclairage extérieur et, si possible, éventuellement arriver avec des luminaires qui envoient la lumière à terre et non vers le ciel. Et quand la lumière va à terre, on voit les étoiles, on voit la lune et notre voisin est content, surtout si, comme moi, il est astronome amateur. Alors, en parlant d'astronomie amateur, j'ai une dernière chose à vous montrer. Après ça, on va parler de Saturne. La dernière chose, c'est ceci. Alors, Club d'astronomie de Charlevoix. Vous n'avez jamais entendu parler pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Alors, il n'y a pas de club d'astronomie dans Charlevoix. Et moi, je me suis mis en tête que si je réussissais à trouver des personnes intéressées, que j'allais créer un club d'astronomie. Et j'en ai parlé à la ville de Baie-Saint-Paul et la ville est prête à m'offrir un local une fois par mois à la Maison Mère pour pouvoir présenter le ciel du mois, présenter des conférences. Et quand on fait de l'astronomie, c'est un peu ça. Pourquoi on fait de l'astronomie d'abord? C'est parce qu'on est intéressé, intrigué par le ciel. On voit des étoiles, on voit des trucs. En fait, c'est le ciel. Et donc, on est intrigué par les étoiles, on veut apprendre à les reconnaître et on va apprendre à comprendre ce qu'on regarde aussi. Un club d'astronomie, ça sert à ça. Il y a toutes sortes de monde. Il y a des gens qui arrivent qui connaissent absolument rien à l'astronomie, ils sont juste intrigués. Hein? Et alors, ce genre de club-là, on est là pour apprendre, partager avec d'autres et faire de l'observation. Donc, il y a deux activités. Une qui se passe à l'intérieur dans un club d'astronomie. On fait des présentations comme ici. Et l'autre activité, c'est dehors. Quand il n'y a pas de nuages, comme ce soir, là, c'est dégagé. On observe, on apprend, mais ça aide s'il y a quelqu'un qui peut nous apprendre, nous diriger. Et si jamais je réussis à recruter quelques personnes, c'est moi qui vais le faire. Et donc, je serai l'animateur du club si club il y a. Alors, ça, je vais y arriver. De façon générale, il faut d'abord comprendre que Saturne est connu depuis longtemps. Quand je dis longtemps, on sait qu'elle est connue depuis les Babyloniens. Donc, on remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais ça date peut-être de plus loin, mais on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de document historique qui nous dit il y a 5000 ans, on l'a observé. Hein? Les plus vieux sont ici, je vais en parler. Mais pourquoi on connaissait Saturne du temps des Babyloniens? Parce que quand on observe le ciel, on voit bien sûr des étoiles. Alors, on va prendre un exemple. On va faire une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Tiens, on va en mettre plusieurs. Alors, on regarde le ciel, on voit des étoiles. Et dans le temps des Babyloniens, sinon avant, on voyait des étoiles et de soir en soir, on voyait toujours les mêmes étoiles. Et donc, on devenait familier avec les étoiles et selon la mythologie des civilisations, on imaginait n'importe quoi, on imaginait
on formait une constellation. Mais quand on observe à l'œil nu, il y a aussi ce qui semble être des étoiles, qui un soir va être ici, puis l'autre soir va être là, va être comme ça, et tout à coup, elle va revenir, et tout à coup, elle va continuer. Alors, du temps des Babyloniens, les premières tablettes que l'on trouve datent de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et dans ces premières tablettes-là, ce n'est pas un traité exhaustif sur les étoiles. Les premières tablettes, on parle d'astres fixes, donc des étoiles, et on va parler de quelques constellations qui sont reliées à la mythologie des Babyloniens, mais on va aussi parler d'astres mobiles. Et alors là, on a un document écrit qui nous parle de ça. Et on va parler donc parmi les astres mobiles, il y a le Soleil qui se lève à l'est et qui va se coucher à l'ouest. Il y a la Lune qui fait la même chose, mais qui, dans un même mois, va faire le tour du ciel complet. Et il va aussi y avoir 5 chèvres. En fait, les Babyloniens les appelaient les chèvres. Et les 5 chèvres avaient pour nom Nebo, Ishtar, Nergal, Marduk et Ninurta. Et ces 5 chèvres-là, aujourd'hui, c'est Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc, ce sont les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Alors, Saturne, les Babyloniens connaissaient ça. Mais ils ne l'appelaient pas Saturne, ils l'appelaient Ninurta. Et pourquoi ils les appelaient des chèvres? Parce qu'elles avaient un drôle de mouvement dans le ciel. Alors, ils disaient, c'est comme une chèvre, elle était dessus, puis elle part où est-ce qu'elle veut. Alors, d'un côté, on avait les astres fixes, et on avait Soleil, Lune, plus 5 planètes. On part de 1000 ans avant Jésus-Christ et on remonte quelques années après, autour de... On ne peut pas le dater exactement, mais la tablette que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les tablettes de Mulapin. Ce sont le premier document astronomique d'importance. Alors, donc, les tablettes de Mulapin, pourquoi c'est important? Parce que dans ces tablettes-là, non seulement on décrit cette fois-là les mêmes astres, mais on va produire des éphémérides. Parce que des éphémérides, c'est quoi? C'est un tableau qui dit ce mois-ci, la planète Mars est ici, ou la planète Saturne, le mois prochain va être là, le mois prochain va être là, le mois prochain va être là. Et donc, les Babyloniens déjà suivaient le mouvement des planètes et s'apercevaient que les 2 premières, Mercure et Vénus, étaient toujours collées sur le Soleil. Les autres, Mars, Jupiter et Saturne, elles se promenaient dans le ciel, mais pas à la même vitesse. Donc, Mars était assez vite, Jupiter plus lente, et Saturne, Ninurta, c'était celle qui prenait le plus de temps, se déplaçait lentement. Et donc, on va retrouver dans les tablettes ici des éphémérides qui commencent à dire, oui, on sait que l'année prochaine, Saturne va être dans telle constellation, par exemple. Et c'était important parce qu'à l'époque, à la cour, on se servait, on était dans le monde de l'astrologie. Hein? Les rois de Babylone voulaient savoir ce qui les attendait. Et le ciel, c'était le monde des dieux, le monde des présages. Et donc, quand il se passait quelque chose de bizarre dans le ciel, le roi voulait le savoir. Les premiers fonctionnaires, c'était des astrologues. Hein? Le roi les engageait puis disait, vous surveillez, il se passe quelque chose, vous me le dites. Alors, quand il y avait une comète, les astronomes, astrologues de l'époque, ils notaient la constellation, ils notaient le mouvement. Et là, il allait voir le roi de Babylone, puis là, il disait, on pense que ça veut dire ceci. C'est pas un bon temps pour faire la guerre, ou c'est le temps pour faire la paix, ou il va y avoir une calamité quelconque, etc. Alors, ça a commencé comme ça. Un dernier commentaire ici. Les tablettes de Mulapin décrivent les constellations lunaires. Alors, j'explique. Dans les premières tablettes, 1000 ans avant Jésus-Christ, on parle de quelle constellation brillante
qui correspondait à la mythologie. Mais là, on est rendu un peu plus loin là, dans l'histoire. On fait plus d'observations et on note que chaque mois, la Lune qui fait le tour de la Terre chaque mois, bien, durant le mois, la Lune, ici on a une constellation A, B, C, et donc la Lune va commencer le mois ici, puis elle va grossir, puis elle va grossir un peu plus, puis on arrive à la pleine Lune. Mais la Lune va traverser des constellations. Et la Lune va traverser 18 constellations. Et c'est vrai à ce jour. Et donc, les Babyloniens avaient un culte à la Lune et ils vont développer un calendrier lunaire. Donc, il y a 13 lunaisons par année. C'était des années de 13 mois. C'était un peu compliqué. Mais on retrouve ça ici avec, évidemment, le mouvement des planètes. Je remonte juste un petit peu plus loin parce que c'est important. Alors, on part ici, on est 850, 650 avant Jésus-Christ. On arrive à la période néo-babylonienne, donc moins 600, moins 500 avant Jésus-Christ. Et là, on va passer d'un calendrier lunaire au calendrier solaire. Pourquoi? Parce que Babylone, à cette époque-là, va être envahie par les Assyriens, qui sont au nord de l'Irak présentement. Ils vont descendre, mais les autres n'ont pas tout à fait la même religion. Les Babyloniens, eux autres, ils vouent un culte à la Lune. Les Assyriens vouent un culte au Soleil. Alors, eux autres, ils se disent, laissez faire le calendrier lunaire là, avec les 18 constellations, ça ne nous intéresse pas. Hein? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est le Soleil, il traverse quelle constellation. Donc, ils vont faire les mêmes observations, un peu plus difficiles, parce que quand le Soleil se couche ou il se lève, on ne voit plus les étoiles. Mais le Soleil, lui, ne traverse pas 18 constellations, il en traverse 12. Et donc, dans la période néo-babylonienne, on va retrouver les 12 constellations qu'on connaît maintenant comme le zodiaque aujourd'hui. Et zodiaque, en fait, vient d'un mot grec, zodiakos, parce que ici, on est à moins 600 avant Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui arrive autour de moins 300 avant Jésus-Christ? Alexandre le Grand, c'est un grec. Et lui, il va conquérir toute la Mésopotamie. Et il va ramener en Grèce ce qu'il a appris là-bas. Et donc, Alexandre le Grand va importer en Grèce l'idée du zodiaque solaire, que les Grecs vont adopter. Depuis ce temps-là, on a ce qu'on connaît comme aujourd'hui le zodiaque. Pourquoi c'est important? Puis on est dans le monde de Saturne, parce que toutes les planètes font comme le Soleil. Elles traversent les mêmes constellations, parce qu'on a le Soleil au centre du système solaire, et toutes les planètes sont dans un même plan. Alors, vous prenez Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les planètes ne sont pas n'importe où. Elles sont dans un même plan, puis elles tournent autour du Soleil dans un même plan. Et donc, vu de la Terre, elles vont traverser les 12 constellations. OK. Alors, d'où nous vient le mot Saturne? Parce que là, avec les Babyloniens, là, ça s'appelle l'Inurta. Quand on va arriver, quand les Grecs vont importer le système babylonien, plus ou moins, ils vont se servir de leur propre mythologie pour nommer les astres. Et donc, les noms vont changer et ils vont associer Ninurta, donc Saturne, à leur dieu Chronos. Après ça, on a un autre transfert qui va se faire avec Rome. Et les Romains, eux, vont appeler la planète Ninurta, Chronos, ils vont l'appeler Saturne. Dans le panthéon romain, Saturne, c'est le père de Jupiter. Donc, Saturne, dans le panthéon romain, c'est quelqu'un qui est vieux. C'est un sage. Et pourquoi ils vont donner ce nom-là à Saturne? Parce que j'ai dit tantôt que les 5 planètes ne se déplaçaient pas à la même vitesse. Et la planète la plus lente, la planète la plus pépère, c'est laquelle? C'est Saturne. C'est elle qui prend le plus de temps. Alors, ils ont dit, elle est pas mal pépère, cette planète-là, on va l'appeler Saturne. Et donc, à ce jour,
c'est connu, depuis ce temps-là, cette planète-là porte le nom de Saturne. 5 planètes, donc, qu'on peut observer à l'œil nu. Et pendant des siècles, jusqu'au début du 17e siècle, on n'en saura pas plus sur les planètes. On n'en saura pas plus sur Saturne, parce que tout ce qu'on peut faire, c'est voir le mouvement, le déplacement à l'œil nu. Et donc, pendant tout ce temps-là, on ne sait rien d'autre que c'est un astre, c'est une planète qui se déplace. Le mot planète, d'ailleurs, c'est un autre emprunt du grec. Ça vient du mot planétès en grec, qui veut dire un astre errant, donc qui se déplace. Arrive Galilée, arrive 1609. 1609 est une date fondamentale en astronomie, parce qu'avant ce temps-là, on observe à l'œil nu. 1609, on a l'invention de la lunette astronomique. Et c'est très rudimentaire, mais tout à coup, il y a des lunettes astronomiques qui ressemblent à ceci, les premières. Et le premier qui va s'en servir, c'est Galilée. Alors, Galilée est en Italie, et ce n'est pas lui qui invente la lunette. La lunette va être inventée à peu près en même temps, mais juste un peu avant lui. Mais lui, c'est le premier qui va prendre ce tube-là avec des lentilles et qui va dire « Ah, tiens, oh oui, ça rapproche ». Puis il va lever la tête et il va observer la Lune, il va observer Jupiter, il va observer Saturne et il va faire des découvertes remarquables. Il va écrire son premier volume qu'il va écrire en 1610, ça s'appelle « Le messager céleste ». Et là-dedans, Galilée va décrire ce qu'il observe avec sa lunette. Je devrais dire ses lunettes, parce que sa lunette, là, ça grossit quasiment pas, et il y a toutes sortes d'aberrations chromatiques là-dedans. Il voit très mal, mais il voit mieux qu'à l'œil nu. Hein? Mais lui, il se dit, « Ah, bien, pour moi, je suis capable d'en faire de meilleures lunettes. » Alors, il va zigonner, il va faire beaucoup de lunettes, il va améliorer la lunette astronomique. Ça, c'est le premier volume dans l'histoire de l'astronomie qui traite des observations au télescope. En quelle langue? C'est en latin à l'époque. Hein? Galilée enseigne la physique, les mathématiques à l'université et on écrit en latin. Juste avant lui, pour faire un aparté, on retourne à peu près un demi-siècle avant, hein, on est vers 1540, pour être précis, 1541, Copernic va sortir son livre, et Copernic qui va dire « c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne au Soleil, qui tourne autour du Soleil. » Révolution majeure. Et c'est tellement majeur que l'Église va être contre Copernic. En fait, Copernic va publier son livre posthume parce qu'il sait que ça va barder. Et donc, quand il meurt, son adjoint va publier le livre qui dit « Regardez, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. » Galilée, 60 ans plus tard, avec ses observations, va prouver que Copernic a raison. Et alors là, l'Église va être contre lui. Et on est au temps de l'Inquisition. Et autour de 1600, j'oublie les dates, 30-40, l'Inquisition va condamner Galilée. Et Galilée est obligé de dire non, pas vraiment vrai. Puis une fois qu'il est condamné, il y a une parole célèbre, on ne sait pas au juste s'il l'a dit. Mais apparemment, l'histoire, quand on voit les films, puis, hein, Galilée, il vient se faire condamner à la prison chez lui. Puis il vient d'abjurer, il vient de dire que c'est pas vrai que la Terre tourne autour du Soleil. Puis il s'en va, puis il dit « Et pourtant, elle tourne. Hein? » C'est la petite histoire. On revient alors, si vous passez à Florence, en Italie, ce que j'ai eu la chance de faire il y a quelques années, à Florence, il y a le musée de Galilée. Et ça, c'est des photos que j'ai prises dans le musée. On voit plein de trucs fort intéressants.
Maintenant, on a des lunettes astronomiques. Les lunettes vont s'améliorer et donc on va commencer à faire d'autres découvertes au sujet de tout ce qui est dans le ciel, mais ce soir, on va parler de Saturne. On est en 1609, on passe... Ah non, je reste sur Galilée 2 secondes. Donc, en 1609, Galilée ne va pas observer Saturne. Il va observer la Lune, Jupiter, etc. En 1610, Galilée va observer Saturne et il va faire ce dessin-là. Il dit, j'ai observé Saturne et ce que j'ai vu, c'est 3 sphères. Une grosse au centre, 2 boules à côté. En fait, ça ne ressemblait pas du tout à Saturne, mais sa lunette astronomique n'était pas fameuse. Alors, c'est ce qu'il voyait. Hein? C'est ce qu'il a décrit. Alors, il dit, j'ai vu 3 sphères qui se touchent, et puis, en fait, il a appelé ça des oreilles. C'était comme une tête, puis avec 2 oreilles de chaque côté. 2 ans plus tard, il observe encore Saturne, et il va noter, les oreilles sont disparues. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il ne sait pas c'est quoi. Il observe, il note. Et je vous dis tout de suite pourquoi les oreilles étaient disparues. C'est que la planète Saturne, on va le voir tantôt, parfois les anneaux sont ouverts, hein, très penchés, et parfois, puis vous allez comprendre pourquoi, on voit les anneaux par la tranche. Et donc en 1612, Galilée observe Saturne, il voit Saturne, les anneaux sont par la tranche, son télescope, sa lunette n'est pas fameuse, il ne voit rien. Tout ce qu'il voit, c'est la boule centrale. Alors, il dit, les oreilles sont disparues. Mais, dans un document qui nous arrive en 1623, qui s'appelle l'Essayeur, Galilée va dessiner les planètes, et là, il va faire un dessin de Saturne, et ici, on voit les anneaux. Alors, on sait aujourd'hui qu'un peu plus tard, au début, Galilée ne comprenait pas, mais un peu plus tard, Galilée a réalisé que ce n'était pas des oreilles, ce n'était pas 3 boules, c'était bien une planète avec ce qui ressemble à un anneau. 1655, on est aux Pays-Bas avec un mathématicien. À l'époque, hein, les scientifiques sont comme dans tous les domaines. Ils sont à la fois mathématiciens, physiciens, astronomes. C'était davantage un melting pot. Là. Alors, Christian Huygens, un monsieur important en astronomie, alors lui, il va travailler avec une lunette de 12 pieds, alors que les lunettes de Galilée qu'on voyait tout à l'heure, là, ça faisait 2 à 3 pieds. Alors lui, il est rendu avec une grande lunette. Évidemment, c'est beaucoup plus performant. Il va observer Saturne, et lui, il va dessiner Saturne comme avec 2 bras comme ça, et il va le décrire comme ça. Huygens va aussi faire une découverte importante. C'est lui qui va découvrir Titan. Titan, c'est quoi? C'est un satellite qui tourne autour de Saturne. On va parler des satellites tantôt. Il y en a beaucoup. Titan, de loin, c'est le plus important. On va voir pourquoi. C'est aussi le plus gros. Alors, avec sa lunette de 12 pieds, il va observer Saturne, il va découvrir Titan et il va s'apercevoir que Titan tourne autour de Saturne. Et il va observer de soir en soir et il va établir que la période de révolution de Titan autour de Saturne, c'est 16 jours. Alors là, vous voyez, on commence à avoir des connaissances au sujet de Saturne. On ne savait pas ça avant. Alors là, on a un premier satellite, ça lui prend 16 jours. Il va déduire que Saturne tourne sur son axe, parce qu'à ce moment-là, on sait que la Terre tourne sur elle-même, on sait que la Terre tourne autour du Soleil, et donc on a l'intuition que tout tourne dans l'univers, ce qui est effectivement le cas. Il n'y a rien dans l'univers, tout bouge. Il n'y a absolument rien qui est fixe dans l'univers. Alors, entre autres mouvements, pour les planètes, il y a un mouvement de rotation, comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Et donc, Huygens va déduire que Saturne tourne sur son axe, l'axe étant comme ça, nord-sud, et il va déduire qu'ici, on a un anneau qu'on voit par la tranche dans le plan de l'équateur de la planète. Mais l'anneau, c'est quoi? Huygens, il ne sait pas.
il va faire une hypothèse, il va dire, moi je pense que c'est un disque dur. Et donc, lui, il pense que c'est un anneau qui est fait comme un CD, si vous voulez, sauf que le trou au centre est plus gros. Hein? On a la planète au centre, mais on a un disque plat, et c'est ça, les anneaux de Saturne. C'est ce qu'on pense en 1655. Ça, c'est un dessin dans Huygens. Alors, Huygens va poursuivre ses observations de Saturne et il va noter ça, il va publier un livre 4 ans plus tard, 1659, Huygens va publier Systema Saturnium. La question de tout à l'heure, on écrivait dans quelle langue à l'époque? On écrivait en latin. Hein? Et donc, en 1657, Huygens va écrire Systema Saturnia. Il va présenter ses observations de Saturne et Titan, et il va faire ce dessin-là que je vais expliquer brièvement. Puis après, vous allez comprendre à droite. Dans le dessin ici au centre, l'étoile au centre, c'est le Soleil. Ça, c'est l'orbite de la Terre. Ça, c'est la Terre. Et Huygens va dessiner Saturne étant plus loin, sur son orbite. Quand vous regardez les dessins, si vous mettez à la place de la Terre, quand vous regardez dans cette direction-ci, vous voyez l'hémisphère sud, la partie en dessous des anneaux. Quand vous regardez de l'autre côté, vous voyez par-dessus les anneaux, vous voyez l'hémisphère nord. Et en plein milieu, ici et ici, tout ce que vous voyez, c'est une ligne, c'est les anneaux qu'on voit par la tranche. Et ça se vérifie, puis on va le voir pourquoi tout de suite après, mais regardez l'animation ici. Alors, Saturne, évidemment, ne bouge pas si vite que ça. Saturne, pour faire un tour du Soleil, ça lui prend quelque chose comme 29 ans et demi. Disons 30 ans chiffrons. Alors, 30 ans chiffrons, ça veut dire que si on part d'ici, quand les anneaux sont par la tranche, si ça, c'est 30 ans, bien, à partir d'ici, les anneaux vont s'ouvrir, les anneaux vont se refermer, ça prend 15 ans. De l'autre côté, les anneaux vont s'ouvrir, les anneaux vont se refermer, un autre 15 ans. Et donc, 2 fois durant la révolution de Saturne, tous les 15 ans, on ne voit plus les anneaux. Et c'est le cas même avec mon télescope, et on va voir pourquoi tantôt. Quand les anneaux sont comme ça, ils disparaissent carrément. Voilà. Bon. Alors, c'est notre ami Huygens, en 1659, qui explique le mouvement, pourquoi les anneaux disparaissent. Il va l'expliquer comme ça. Ça, c'est des photos récentes, prises par un astronome amateur, mais c'est un des meilleurs au monde parmi les astrophotographes. Alors, c'est un collage, évidemment, c'est une succession de photos de Saturne. Et on voit Saturne ici, par exemple, on voit l'hémisphère sud. Les anneaux sont très ouverts. Les anneaux vont se refermer tranquillement. À mi-chemin, les anneaux vont disparaître. Et après, on va commencer à voir l'hémisphère nord. Et après, ça retourne. C'est un cycle continuel. On est chanceux de ces temps-ci. Février 2018, les anneaux sont très ouverts. Ils sont comme ça. Alors, cet été, je relance mon invitation de venir à Habitat 07 quand on va faire des soirées étoilées, parce que cet été, on va revoir Saturne au télescope. Et comme Saturne ne bouge pas vite, les anneaux vont être encore bien ouverts cet été et vous pourrez voir les anneaux de Saturne. On a dit tantôt que Huygens avait découvert le Titan, le premier satellite. Mais là, avec le passage du temps, les télescopes vont s'améliorer, donc les instruments d'observation s'améliorent et on va découvrir d'autres satellites. La Terre, on en a juste un, la Lune. Jupiter en a beaucoup, mais 4 gros, et c'est Galilée qui les a découverts. Et en fait, quand Galilée a découvert les 4 satellites autour de Jupiter, c'est comme ça qu'il a pu affirmer que Copernic avait raison.
Parce qu'avant Copernic, hein, dans le système de Ptolémée, où tout tourne autour du Soleil, là, Galilée, lui, observe Jupiter, 4 satellites qui tournent autour de Jupiter. Il dit, vous voyez, dans l'univers, c'est pas vrai que tout tourne autour du Soleil. Hein? On a 4 satellites qui tournent autour de Jupiter. Copernic a raison. Mais là, avec Saturne, évidemment, ça va se vérifier. Alors, Cassini, qui est Cassini? Cassini a 2 nationalités. C'est à la fois un Italien et un Français. Et donc, je ne sais pas s'il venait d'une famille recomposée ou quoi, mais en tout cas, il y a un père italien, il va avoir une mère francophone. C'est un astronome, et il va débuter jeune en Italie et il va se faire recruter pour travailler à l'Observatoire de Paris. Et Cassini, là, va travailler avec un gros télescope et il va découvrir les 4 satellites suivants, Japet, Rhea, Thétis et Dionée. Alors, on avait Titan d'abord, on en a 4 autres. On est rendu avec 5 satellites, 5 lunes qui tournent autour de la planète. Et Cassini va découvrir ce qu'on appelle la division de Cassini. Alors, ici, on voit les anneaux, et regardez s'il y a une bande noire. Hein? Et donc, il y a comme un trou dans les anneaux. Et c'est Cassini, le premier, qui va l'observer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, cette division-là va porter son nom. C'est la division de Cassini. Rappelez-vous, Huygens, lui pensait que les anneaux, c'était un disque qui était dur, qui était plat, hein, qui entourait. Et là, tout à coup, on s'aperçoit que c'est peut-être un disque plat, mais il y a un trou dedans. Et donc, il n'y a pas juste un anneau, il y a une division. Alors, Cassini va découvrir ça. On est toujours au 17e siècle. N'oubliez pas, on a commencé 1609-10 avec Galilée, 1655 avec Huygens, pas longtemps après Cassini. Et là, on saute un siècle avec William Herschel. Il va découvrir 2 autres satellites, Mimas et Encelade. Tantôt, j'avais indiqué Titan en caractère gras, et là, je mets Encelade en caractère gras. Et les 2, Titan et Encelade, sont très importants pour nos connaissances d'aujourd'hui. Et à la fin, je vais vous parler particulièrement de Titan et d'Encelade, qui a été découvert par Herschel. Alors déjà, là, on était rendu 4, 5, 6, 7. Là, on connaît 7 satellites. Au sujet des anneaux, au 18e et 19e siècle, alors là, on change de siècle. On est rendu au 18e siècle. Pierre-Simon de Laplace, lui, parce que les gens essaient de comprendre c'est quoi Saturne, c'est quoi ces anneaux-là. Et lui, parce que là, la physique a progressé, on comprend mieux certaines choses, et Laplace va dire, c'est pas vrai que l'anneau est solide. Huygens a tort. Et il va dire ça à cause de l'effet de marée. Alors, à ce moment-là, on commence à comprendre qu'un objet qui tourne autour d'une planète, ou peu importe, mais si l'objet subit la force de gravité, hein, et si l'objet est trop près, l'objet va se désintégrer. Et donc, Laplace, lui, c'est un mathématicien. Il va faire ses calculs, puis il va dire c'est impossible. Si les anneaux étaient solides, ils seraient déjà détruits. Et donc, lui, il va émettre l'hypothèse que c'est autre chose. On ne sait pas trop quoi, mais ce n'est pas un anneau solide. Celui qui va trouver la solution, c'est James Clerk Maxwell. Pour ceux qui font de la physique et des mathématiques avancées, vous connaissez les équations de Maxwell, qui sont excessivement difficiles à résoudre, mais c'était un génie en son genre. Alors lui va émettre une hypothèse, une série d'hypothèses au sujet des anneaux, et il va dire, en fait, les anneaux sont composés d'une multitude de particules.
Il ne sait pas, mais d'après la physique, d'après les lois de la physique, d'après les calculs mathématiques, il dit la seule façon que ça puisse exister, il faut que ce soit une multitude de particules qui composent les anneaux. Ces particules-là sont sur des orbites concentriques. Ça veut dire quoi, concentrique? Ça veut dire que chaque particule est sur une orbite, donc concentrique, va tourner autour du centre, qui est la planète Saturne, et que les particules vont avoir une rotation différentielle. C'est quoi une rotation différentielle? C'est ce dont on parlait pour les planètes. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle tourne vite, plus elle est loin, plus elle est lente. Même chose pour les anneaux de Saturne. Alors, les particules qui sont plus proches du centre vont tourner plus vite. Les particules qui sont plus loin du centre vont tourner plus lentement. Alors, on est rendu fin 19e siècle. On est loin du babylonien, là. Hein? On commence à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Sauf que, tout ce temps-là, on observe avec les 2 pieds sur la Terre. Alors, tout ce que je disais, c'est que là, on arrive fin 19e siècle, on entre au 20e siècle, les télescopes sont plus gros, on commence à faire de l'astrophoto qui est plus fine, etc., mais on a encore les 2 pieds sur Terre. Ce qui veut dire qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur Saturne, hein, parce que nos moyens sont limités. Alors, la prochaine vague, ça va être les sondes spatiales. Alors là, on va décoller de la Terre et on va aller visiter, hein, comme quand on va visiter ma tante. On va voir ma tante de près et on s'aperçoit qu'elle a encore les yeux bleus. On ne savait pas trop, hein, vu de loin. Mais là, on se rapproche de ma tante. Les 3 premières sondes vont se succéder en 79, 80, 81. La première, Pioneer 11, elle va juste passer à côté. C'est la première fois qu'une sonde spatiale passait proche de Saturne, mais elle n'a rien fait, elle a juste passé proche. C'était une histoire différente avec Voyager 1 et 2 en 80-81. Alors, ces 2 sondes-là vont être équipées d'appareils de mesure de toutes sortes et elles vont commencer à nous renseigner sur Saturne. Mais la sonde qui est vraiment importante, c'est celle-ci, la sonde Cassini. Et celle-ci, on a beaucoup parlé l'année dernière, en 2017, et je vais vous parler un peu de la sonde Cassini. D'abord, la sonde Cassini, elle a été envoyée vers la planète Saturne, mais très spécifiquement pour étudier Saturne, alors que les 3 autres, plus ou moins, ne faisaient que passer. Là, quand on a envoyé Cassini, c'était pour aller voir ma tante, puis passer du temps avec ma tante. Hein? On voulait vraiment la connaître de tous bords, de tous côtés. Cassini, vous reconnaissez le nom, hein? Cassini, notre Italo-français, hein, qui a découvert 4 satellites, la division de Cassini. Et donc, on a appelé cette sonde-là Cassini, d'après Cassini. Alors, Cassini, ça lui a pris... C'est un long voyage, parce que Saturne est loin, on va le voir tantôt. Elle est partie en 97 de la Terre, ça lui a pris 7 ans pour se rendre à Saturne. Elle aurait pu se rendre plus rapidement, mais on voulait économiser l'énergie, parce qu'une fois sur place, on voulait qu'elle passe beaucoup de temps à étudier Saturne. Donc, on ne voulait pas trop utiliser de carburant. Et il y a une technique en aérospatiale qui est la suivante, c'est qu'on utilise l'effet de gravité des planètes pour accélérer une sonde sans utiliser de carburant. Et donc, notre ami Cassini est parti de la Terre et dans un premier temps, elle a frôlé Vénus. Et en frôlant Vénus, elle lui a volé un peu d'énergie cinétique et donc elle s'est mise à voyager un peu plus vite. Elle a continué, elle a frôlé Vénus une deuxième fois. Une deuxième fois, elle a volé un peu d'énergie, puis elle a accéléré encore plus. Une troisième fois, en 99, elle a survolé la Terre. Et là, elle nous a volé un peu d'énergie, puis elle a pris de la vitesse. Et après, elle a fait la même chose avec Jupiter.
pour finalement, le 1er juillet 2004, arriver à Saturne. Elle a été 13 ans sur place, de 2004 à 2017. Au début, la mission devait durer 4 ans, 2004 à 2008. On a fait 4 ans. La sonde qui vieillissait, mais elle produisait encore beaucoup. Et la NASA a dit, c'est la NASA et l'Agence européenne, elle a dit on continue. Ils ont fait une extension de 4 ans, ils ont fait une dernière extension, et elle a fini ses jours en septembre, il y a quelques mois seulement, et on l'a lancée dans Saturne pour ne pas contaminer les satellites. Et je vais y revenir à cette problématique-là. Alors, on a la sonde Cassini. Cassini, c'était comme une maman enceinte. On a envoyé la sonde Cassini, mais Cassini portait en elle un bébé. Alors, une mini-sonde, et cette mini-sonde-là, on l'a fait atterrir sur Titan. Et donc, Titan, on ne connaissait rien de Titan. Et en 2005, on a parachuté la sonde, et la sonde, on l'a appelée Huygens, pour des raisons évidentes. Et la sonde Huygens est descendue et elle a opéré 1h12 sur Titan. Et ça, c'est le genre de photo qu'elle a ramené. Alors, vous voyez des genres de roches ici. Ça semble sec. Et toutes les photos ressemblent à ça. Et la couleur orangée, je vais y revenir. Alors, rappelez-vous, avant 1979, tout ce qu'on connaissait, c'est ce qu'on voyait de la Terre. On arrive en 2005, on atterrit sur Titan. Alors, on a fait des progrès énormes. Et le parachute est descendu tranquillement. Alors, vous voyez ici, je vous donne ça juste pour vous expliquer quelque chose. Ici, la sonde était comme 150 km au-dessus de la surface de Titan. Elle descend 95 mètres par seconde. Rendue ici, elle est à 100 km au-dessus. Elle descend 35 mètres seconde. Rendue ici, on est quasiment rendu, elle descend à peu près 5 mètres seconde. Et donc, pourquoi on peut faire ça? Parce que Titan a une atmosphère. Il n'y a aucun satellite dans le système solaire qui a une atmosphère. Intéressant. Une atmosphère très dense. Et comme c'est une atmosphère qui est dense, on peut descendre tranquillement avec un parachute. Le parachute, comme l'atmosphère est dense, il va vraiment nous ralentir. Hein? Si vous suivez ces nouvelles-là, par exemple, il y a eu beaucoup de sondes qui sont allées sur la planète Mars. Il y en a quelques-unes qui ont réussi, mais il y en a plusieurs qui se sont écrasées sur Mars. Hein? Parce que sur Mars, il n'y a à peu près pas d'atmosphère. On ne peut pas utiliser un parachute pour descendre sur Mars. C'est une des sondes qui ont précédé Cassini, les sondes Voyager, qui ont pu mesurer la composition. Et là, ils se sont aperçus qu'effectivement, Titan avait une atmosphère. Et après, Cassini va prendre, pas Cassini, mais on avait suffisamment de données pour modéliser l'atmosphère de Titan. Et là, on savait que c'était dense. Et là, on a fait ceci. Mais la partie amusante, c'est que quand la sonde Huygens s'est détachée de Cassini et est descendue, les gens de la NASA n'avaient aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'ils allaient voir. Ils ne savaient pas si c'était de la roche, si c'était liquide, si c'était gazeux. Aucune espèce d'idée. Il y allait vraiment là. On lance ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une atmosphère. L'atmosphère nous cache tout ce qui est en dessous. Alors, ça a été une grande révélation quand ils ont vu ça. OK. Alors, on revient à Cassini. Ça, je veux juste vous montrer la plongée finale. Parce que c'est assez spectaculaire. Ça, c'est arrivé en 2017, l'année dernière. Alors, Cassini, n'oubliez pas, Cassini là, est là depuis 2004. Hein, ça fait 13 ans. Mais Cassini, tout le temps, Cassini va tourner autour de la planète, va visiter les satellites
Donc, on va en apprendre beaucoup sur les satellites, mais Cassini se promène un peu partout, mais toujours alentour. Et là, à la fin, on se dit, oui, mais là, Cassini n'aura plus de carburant. Et donc, on va perdre le contrôle. Et on craint que Cassini tombe sur un des satellites. Et comme ça arrive de la Terre, on ne sait pas s'il y a de la vie microbienne sur un des satellites. On ne veut pas contaminer le satellite. Et la façon de faire ça, c'est de lancer la sonde carrément dans Saturne, qui est une grosse boule de gaz, où elle a été détruite. Mais pour ce faire, les gens ont calculé 22 orbites serrées qui faisaient passer la sonde Cassini entre la planète et les anneaux. Mais cet espace-là, le corridor de 2400 km, c'est l'équivalent de la côte ouest aux États-Unis ici. Alors, vous imaginez sur le plan technique le défi que ça représentait. Alors là, ils ont fait passer Cassini entre les anneaux et la planète 22 fois à 35 km/s. C'est pas à l'heure, là. Hein? Ça roule vite. Et quand ils ont fait ça, encore là, ils n'étaient pas sûrs de leur coup parce que jamais il y a une sonde qui était passée entre la planète et les anneaux. Ils ne savaient pas s'il y avait de la poussière, des roches. Et puis ils se sont dit peut-être qu'au premier coup, bang, hein, elle va disparaître. Mais non, ils ont été surpris d'apprendre que cette zone-là est relativement vide. Alors, ça, c'est une découverte qu'ils ont faite. Donc, c'est la plongée finale. Ça s'est passé en septembre 2017. Alors là, Cassini, c'est fini. Et on est encore en train d'étudier ce que Cassini nous a appris. OK. On oublie Cassini. Et là, je vais faire 3 choses. On va parler de Saturne de façon générale. On va parler des anneaux de façon générale. Et on va parler des satellites de façon générale. On commence par Saturne. On a dit tantôt qu'il y avait 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Saturne, c'est la plus éloignée. Mais si on compte la Terre, Saturne, c'est la 6e planète à partir du Soleil. Ça, c'est le Soleil. Ici, là, imaginez un Soleil là, qui est gros comme ça à peu près. Là. Donc, un gros Soleil. Les distances ne sont pas du tout à l'échelle, mais les grosseurs sont à l'échelle. Et donc, dans le système solaire, les 4 premières planètes, les planètes rocheuses, sont petites. On a Mercure, Vénus, la Terre, Mars. 4 petites planètes. On a la ceinture d'astéroïdes. 4 grosses planètes gazeuses. Jupiter, Saturne avec ses anneaux, Uranus, Neptune. Des planètes, des grosses boules de gaz. Ici, c'est de la roche. Hein? On est sur la Terre. Alors, le système solaire a vraiment deux familles. La famille rapprochée, petite planète rocheuse, la famille éloignée des grosses planètes. Ça-ci, c'est à l'échelle de distance. Alors, on part du Soleil au bout. On a la première ligne, Mercure, Vénus, Terre, Mars qui est un peu plus loin. Alors, vous voyez, les 4 planètes rocheuses sont relativement proches du Soleil. On arrive à Jupiter ici, Saturne, Uranus, Neptune. On est très loin. En astronomie, on utilise une mesure de longueur qui s'appelle une unité astronomique, UA. Une unité astronomique, c'est une fois la distance Soleil-Terre. Donc, c'est plus simple. Alors, quand on dit Saturne est à une distance de 9,5 unités astronomiques, ça veut tout simplement dire que d'ici à ici, c'est 9 fois et demi la distance Soleil-Terre. Elle tourne, j'ai dit, en 30 ans. En fait, elle tourne, sa période de révolution, c'est de 29,4 années. Mais elle va tourner sur elle-même en 10 heures environ. Alors, c'est quand même assez étonnant. La Terre est beaucoup plus petite. La Terre va faire un tour sur elle-même en 24 heures. Saturne, qui est beaucoup plus grosse, va tourner sur elle-même en 10 heures. Et celle qui détient le record, c'est Jupiter, qui est la plus grosse des planètes. Elle tourne sur elle-même en 9h30. Hein? C'est assez intéressant. Alors,
on commence à connaître Saturne un peu. Donc, la deuxième plus grosse planète du système solaire, Jupiter étant la plus grosse, la deuxième, c'est Saturne. Ici, on voit Saturne, ici, on voit la Terre. Alors, ça vous donne une idée de la taille. Hein? Quand on parle des petites planètes rocheuses puis les grosses planètes gazeuses, sont vraiment grosses. Ce n'est pas la même ligue. Ma tante a du poids. Hein? Ah ben, c'est peut-être pas du poids, mais du volume. Alors, son diamètre, 120 000 km, c'est à peu près un peu plus que 9 fois le diamètre de la Terre. Quand on fait le volume, on est à 670 fois la Terre. Alors, si on prenait la Terre comme une sphère, on pourrait en mettre 670 à l'intérieur de la sphère que constitue Saturne. Sa masse, 95 fois la masse de la Terre. Alors, la partie vraiment amusante de Saturne, c'est sa densité. Densité 0,7. C'est quoi la densité? Alors, si vous prenez un centimètre cube, c'est pas gros, un centimètre cube d'eau. 1 centimètre cube d'eau, sa densité, c'est 1. Alors, si on prend la Terre, qui est une planète rocheuse, c'est sûr que de la roche, c'est plus dense que de l'eau. Alors, la densité de la Terre, c'est 5,5. Alors, si on compacte toute la Terre, puis on prenait 1 centimètre cube, on aurait 5,5 grammes. 1 centimètre cube d'eau, 1 gramme. Si on prenait 1 centimètre de Saturne, on aurait 0,7 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, elle est moins dense que l'eau, parce que l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Si Saturne est moins dense que l'eau, si on prenait Saturne puis on la déposait dans un gros bassin d'eau, Saturne flotterait. Parce que Saturne est moins dense que l'eau. C'est la seule planète dont la densité est moins grande que l'eau. Dans le cas des planètes rocheuses, donc on prend Mercure, Vénus, Terre, Mars, on est dans des densités comme la Terre, c'est 5,5, on est beaucoup. Toutes les planètes gazeuses sont beaucoup moins denses que les planètes rocheuses, mais sont plus que 1 quand même. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi au sujet de Saturne? L'inclinaison, très important, je vais expliquer pourquoi. L'inclinaison de l'équateur par rapport à l'orbite, 26,7 degrés. C'est quoi l'inclinaison? D'abord, la Terre, c'est 23,4. Vous allez comprendre comme ceci. Remarquez que la Terre qui est ici, la Terre, elle est penchée comme ça. Alors, par rapport à la verticale, l'angle de la verticale avec l'angle de rotation, 23,5. Dans le cas de Saturne, un peu plus penché, 26 et 3/4, Mars, 24. Mercure, 2 degrés, presque à la verticale, Vénus, 3, Jupiter, 3, Uranus, complètement penché, Neptune, 28. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on a, vous allez le voir ici, ça ne sera pas long, si la Terre était à la verticale, un peu comme Vénus ou Mercure, on n'aurait pas de saison sur Terre. Et donc, si dans ce système-là, si vous êtes au pôle Nord, il fait froid 12 mois par année, il n'y a jamais d'été. Si vous êtes à l'équateur, c'est l'été. Si vous êtes à mi-chemin, toujours à mi-chemin, ça ne change pas. Pourquoi? Alors, on a le Soleil, on a la Terre qui tourne alentour. Quand la Terre tourne alentour du Soleil, elle n'est pas à la verticale, elle est penchée 23,5. Mais elle est penchée tout le temps. Et donc, quand elle est ici, c'est la même chose. Quand elle est ici, c'est la même chose. Quand elle est ici, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand les rayons du Soleil vont arriver sur la planète, puis elle arrive à Baie-Saint-Paul, hein, les rayons arrivent, c'est comme oblique. Hein? Et donc, sur la Terre, ça va faire comme un ovale comme ça, si on prend un rayon. Dans l'autre sens, 6 mois plus tard,
les rayons arrivent presque à la verticale ici. Alors, si on prend, je ne sais pas, 1 mètre, c'est dur parce que on va prendre un rayon d'1 mètre, ici, un rayon d'1 mètre. Ici, la même quantité de lumière, quand elle arrive ici, parce qu'elle est plus étendue, elle va être plus dispersée, si vous voulez. Quand on est ici, c'est concentré, c'est l'été, parce que la lumière, on en a plus par mètre carré. Et donc, on est en dessous du soleil, puis on reçoit 1 mètre carré, tout est là. Mais la même quantité de chaleur, l'hiver, au lieu de couvrir juste 1 mètre, elle va en couvrir plus large. Et donc, ce qui nous tombe sur la tête, c'est moins chaud parce que la même quantité, la chaleur est diluée, si vous voulez, par rapport à la surface. Si la Terre était à la verticale, on aurait toujours, qu'on soit ici, on aurait toujours la même quantité de lumière 12 mois par année, ou la même quantité de chaleur 12 mois par année. Donc, si on a des saisons, si le Soleil ne nous chauffe pas toujours de la même façon, c'est à cause de l'inclinaison de l'orbite. Sur Saturne, on a la même situation, 26 degrés. Ça veut dire que sur Saturne, il y a aussi des saisons comme sur la Terre. Sauf que nous, les saisons, ça dure 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 saisons, 12 mois, 3 mois par saison. Sur Saturne, ça prend 30 ans à faire le tour. Donc, les saisons sur Saturne vont durer 7 ans et demi, et non pas 3 mois. Alors, quand c'est le printemps sur Saturne, c'est le printemps pendant 7 ans et demi, l'été 7 ans et demi, l'automne 7 ans et demi. Et ça va avoir un impact parce que la quantité d'énergie qui tombe sur une unité de surface n'est pas la même l'hiver que l'été. C'est la même chose sur Saturne, et ça va entraîner des phénomènes atmosphériques, climatiques, et donc il va y avoir des tempêtes, entre autres. Alors, c'est une grosse boule, mais qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est à peu près ceci. Je dis à peu près ceci parce qu'il n'y a personne qui est rentré dans Saturne pour aller mesurer. On ne peut pas le faire. Et donc, c'est par moyen détourné qu'on arrive à faire des hypothèses sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tout comme à l'intérieur de la Terre, on a des hypothèses sur le noyau au centre, le manteau, la croûte, etc. Mais il n'y a personne qui est rentré dans la Terre pour aller voir. On a des moyens physiques de faire des calculs pour faire des hypothèses. Alors, ce qu'on pense, c'est que c'est une grosse boule de gaz avec 3 couches. Une couche extérieure qu'on appelle l'hydrogène moléculaire, une couche qu'on appelle l'hydrogène métallique et probablement un noyau solide, on pense. L'hydrogène moléculaire, c'est du gaz comme notre atmosphère, donc pas compliqué, un gaz qui est transparent. L'hydrogène métallique, c'est quoi? Alors, il faut comprendre que plus on entre à l'intérieur de cette grosse boule, c'est une grosse masse. Et donc, il y a beaucoup de pression qui pèse sur le centre, dans toutes les directions. Et donc, les molécules d'eau, pas d'eau, d'hydrogène, on a vu ça à la dernière conférence, ceux qui étaient là, une molécule d'hydrogène, c'est la molécule la plus simple dans l'univers. Un proton, une charge positive, avec un électron, une charge négative. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, c'est ça qu'il y a, de l'hydrogène. Mais, plus on va vers l'intérieur, plus la pression va être forte et la pression va briser l'atome. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'hydrogène métallique? On a des charges positives, des protons qui se promènent un peu partout, et on a des électrons qui se promènent un peu partout. Et donc, on a des charges électriques en mouvement. Alors, ceux qui connaissent un peu comment est-ce qu'on produit l'électricité avec un dynamo, pour avoir un dynamo, ça prend une charge électrique qui va être en mouvement. C'est-à-dire, des charges électriques qui vont se déplacer, qui vont produire un courant électrique. Et donc, dans la couche
d'hydrogène métallique, on va avoir des protons et des électrons qui vont se promener et qui vont créer un champ magnétique. Et Saturne, comme la Terre, a un champ magnétique. Ce n'est pas toutes les planètes qui en ont. Hein? Saturne en a un, et c'est dû à cet endroit-là. Et l'hydrogène, dans cet état-là, se comporte comme un liquide. Alors, c'est une transition graduelle, hydrogène liquide, courant électrique, champ magnétique très puissant, 71 fois plus puissant que celui de la Terre. Et si on n'avait pas de champ magnétique sur la Terre, on ne serait pas ici pour en parler. Hein? Aussi simple que ça. C'est le champ magnétique qui bloque les rayons du Soleil qui sont vraiment nocifs et qui va les envoyer vers les pôles. Alors, les champs magnétiques, ça a l'air juste de la poésie physique, là, mais on ne serait pas ici sans le champ magnétique pour nous protéger. Mais dans ce coin-là, on est loin du Soleil. Hein? Ma tante qu'on va visiter, là, elle a des gros manteaux parce que là-bas, il fait moins 180 degrés en surface. L'atmosphère comme telle de Saturne, ça c'est à la surface. On parle de 88 d'hydrogène, 10 d'hélium, à peu près 2 de méthane, du CH4. Ceux qui sont venus à la dernière conférence, rappelez-vous, hydrogène, hélium, les deux composants du Big Bang. Hein? Il y en a partout dans l'univers, surtout de l'hydrogène. Donc, on retrouve ça chez notre ami Saturne et un peu de méthane ici. Alors, ici, ce qui est intéressant, puis j'ouvre une petite parenthèse pour revenir à la question de madame, c'est qu'entre autres choses, le Soleil émet des rayons ultraviolets. Hein? Et on est content qu'on ait une couche d'ozone pour nous protéger de l'ultraviolet. Mais là-bas, quand les ultraviolets vont arriver, ils vont frapper le méthane, ils vont briser la molécule comme à l'intérieur, on avait brisé l'hydrogène, ils vont briser le méthane. Et ça va se recombiner avec des atomes d'hydrogène et ça va former différents composés organiques qu'on appelle. Et ce sont ces composés organiques-là qui vont donner de la coloration. Mais ce n'est pas beaucoup, là. Hein? OK. Alors là, ça, c'est l'atmosphère. Alors, sur Saturne même, en surface, on voit des nuages qui ont différentes formes. Alors, ces nuages-là, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. On retrouve de l'ammoniac, l'hydrosulfure d'ammonium, de la vapeur d'eau, essentiellement de couleur blanche, mais aussi du jaune et de l'orange qui sont des impuretés, qui sont des composés organiques. Et il va y avoir de grosses tempêtes sur Saturne, parce que comme c'est un gaz, le gaz, c'est pas comme la roche, là. Hein? Le gaz, ça dépend de sa température. S'il est chaud, le gaz monte. S'il est froid, il descend. Hein? Quand il descend, c'est parce qu'il se refroidit, il devient plus dense. Donc, il va descendre, il va repousser le gaz chaud en haut, comme une bouilloire. Et donc, il y a de la convection, il y a du mouvement dans l'atmosphère. Et ce mouvement-là de convection, lié à la rotation très rapide, hein? En 10 heures, la planète fait un tour complet sur elle-même, et on a des vents de surface de 1300 km à l'heure. Alors ici, quand on a 100 km à l'heure, c'est un ouragan. Là-bas, c'est 1300. Alors, ça va vite. Et donc, quand il y a comme une cellule de gaz chaud qui va monter à la surface, va être pris là-dedans, et ça va donner des tempêtes. On en trouve ici, on en voit des petites ici, surtout dans l'hémisphère sud. Mais, chose étonnante, on ne comprend pas exactement pourquoi. Tous les 30 ans environ, il y en a une méchante, une grosse tempête. Et la dernière qu'on a eue, c'est récent, 2010-2011, elle a duré 200 jours avant de se dissiper. Et ce que vous voyez ici, là, c'est au début, ce n'était qu'un ovale blanc. Et donc, c'est une cellule orageuse, façon de parler, qui va monter à la surface.
mais là, on va se faire prendre dans les vents avec la rotation rapide. Au bout de quelques semaines, la tempête va faire tout le tour de la planète. Et comme c'est très actif, il y a beaucoup d'énergie, parce que Saturne, c'est une planète qui, bien, comme la Terre d'ailleurs, toutes les planètes ne sont pas encore refroidies. La Lune est refroidie. Hein, au centre, il n'y a pas de... il n'y a rien en fusion au centre de la Lune. La Lune est un astre froid, mais toutes les planètes ne sont pas refroidies encore. Regardez la Terre, on a des volcans. Hein, ça vient d'où? Ça vient du centre de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est encore chaud. La Terre n'a pas fini de dissiper sa chaleur. Saturne, c'est la même chose. Et donc, Saturne, c'est une planète qui remet dans l'atmosphère davantage d'énergie qu'elle en reçoit du Soleil. Hein? Ça veut dire que c'est encore assez chaud. Bon, tout ça pour dire qu'on a des tempêtes sur Saturne. Et on va finir là-dessus sur Saturne. Je vais passer aux anneaux après. Au pôle, pôle sud, pôle nord, assez spécial. Alors, la partie centrale ici, c'est ce qu'on appelle un vortex. C'est comme l'œil d'un cyclone un peu. Hein? Il fait 8000 km et avec des vents de 5,50, ce qui est quand même moins pire que tantôt. Au pôle nord, c'est vraiment spécial parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait. Il y a un vortex, mais il y a une forme hexagonale. Et le vortex fait 24 000 km de diamètre, profondeur de 100. Et donc, les vents tourbillonnent comme ça, dans une forme très précise, et ça ne se dissipe pas. Alors, on cherche à comprendre, on ne sait pas encore. On en sait beaucoup plus. Grâce à Cassini, on sait toutes sortes de choses. On ne savait rien de ça avant, là, de ce que je vous montre. Mais il y a encore beaucoup de mystères. On n'a pas fini. Deuxième visite, les anneaux. Qu'est-ce qu'on voit de la Terre? D'abord, les anneaux sont multiples, sont séparés par des divisions. On a parlé de la division de Cassini. On va voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais surtout, on va voir qu'il y a beaucoup d'anneaux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vu de la Terre, on voit 3 anneaux qu'on va nommer A, B, C. Et j'explique. Alors, si vous venez cet été et vous regardez dans mon télescope que j'aurai, vous allez voir ceci, mais moins bien, beaucoup plus petit. Et si vous observez bien, vous allez voir l'anneau A, qui est l'anneau externe, l'anneau B, qui est le plus gros. Et ici, il y en a un qui est très sombre, qui est très difficile à voir. Et en fait, il faut être un observateur exercé pour observer l'anneau C, qu'on appelle l'anneau de crêpe. Et le seul endroit où on le voit, en fait, c'est vis-à-vis le disque. On le voit comme, par rapport au disque, on voit c'est un peu plus sombre. On ne voit jamais l'anneau C, ici, à côté, là. Il est vraiment trop faible. Alors, de la Terre, c'est ça. Et donc, on a nommé les anneaux A, B, C, tout simplement. Quand Cassini est allé, Cassini s'est aperçu de ceci, il a découvert d'autres anneaux. Alors là, on avait l'anneau ABC, alors on a continué à les nommer, sauf que là, l'ordre, vous allez voir, les lettres sont un peu partout. Alors, vous allez voir ma tante et vous découvrez que vous aviez 10 cousins que vous ne connaissiez pas. Hein? On a découvert ça. Alors, on a l'anneau. Là, ça, c'est vu d'en haut. Ça, c'est vu un peu de côté. Alors, vue du pôle, on a l'anneau A, la division de Cassini, le gros anneau B, l'anneau C, qui est l'anneau de crêpe ici. À l'intérieur de l'anneau C, Cassini a découvert un autre anneau. On l'a appelé D. À l'extérieur de l'anneau A, on a découvert un autre anneau très mince qu'on a appelé l'anneau F. L'anneau G ici. Il manque E. E est ici. Mais E est très spécial parce que les anneaux sont petits en général. Regardez E, c'est un anneau qui est très, très large. Et l'anneau E est relié au satellite Encelade. Je vous ai dit tantôt il y avait Titan important, Encelade important. Et si l'anneau E existe, c'est à cause d'Encelade. OK. Alors là, et vous voyez qu'en fait, même à l'intérieur des anneaux, c'est en fait une multitude d'anneaux.
C'est fait de quoi, ces affaires-là? Alors, les anneaux sont constitués de morceaux de glace qui ne sont pas très gros. Ça va du centimètre à quelques mètres. Et donc, on parle de millions de blocs de glace vraiment relativement petits. Et au télescope, les anneaux sont brillants. Pourquoi? Comme je disais tantôt, c'est de la glace. Et de la glace, ça réfléchit la lumière. Hein? Alors, la lumière du soleil frappe les blocs de glace. C'est comme un miroir. Et donc, les anneaux sont brillants. Et effectivement, quand les anneaux sont par la tranche puis disparaissent de vue, la planète nous semble un peu plus sombre, un petit peu moins brillante, parce qu'on n'a pas la belle lumière des anneaux. Alors, les anneaux, 10 mètres d'épaisseur, 33 pieds. Pas épais, ça. Alors, imaginez la distance. Saturne est à 9 fois et demi la distance Terre-Soleil. C'est à l'autre bout du monde. Les anneaux, 10 mètres. Alors, quand c'est par la tranche, c'est sûr qu'on ne les voit plus. Même Hubble ne les voit plus. Hein, les gros télescopes dans l'espace, quand c'est par la tranche, ça ne dure pas, là, hein, parce que c'est un processus continu. Mais ce n'est pas épais. Donc, vous avez 10 mètres remplis de blocs de glace de quelques mètres de toutes sortes de grandeurs. Et c'est un système dynamique. Pourquoi? Parce que, comme ce sont des blocs de glace, et tous les blocs de glace tournent autour de Saturne, ceux qui sont plus près du centre vont tourner un peu plus vite, les autres un peu plus lentement. Ils vont se coller tranquillement et tout à coup, sont collés, deviennent un peu plus gros. Mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle des satellites bergers, des petits satellites qui sont à l'intérieur des anneaux et qui vont faire que il y a toujours du mouvement dans les anneaux. C'est comme si vous pensez être sur un siège puis vous ne bougez pas. Mais non, il y a quelqu'un qui a un gros élastique et qui tantôt vous tire à droite, tantôt vous tire à gauche, tantôt vous ralentit un petit peu, tantôt vous accélère un petit peu. Et donc, le système est dynamique. Et les blocs de glace sont toujours en train de se collisionner, se tamponnent, mais pas nécessairement à très grande vitesse. Mais donc, on est loin de Huygens. Hein? Huygens, 17e siècle, lui, il voit les anneaux et dit « Je pense que c'est un disque dur solide. Hein? » Là, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on parle de millions de blocs de glace qui sont dans un système dynamique. L'anneau B, alors le plus gros anneau. Alors, quand je vous disais qu'il se passe des choses intéressantes à l'intérieur des anneaux, ça, c'est la division de Cassini qu'on voit en partie. Ça, c'est l'anneau B. La partie de l'anneau B qui est juste à côté de la division de Cassini, tout le bord, il y a des accumulations de blocs de glace en hauteur. Et la hauteur, parce que là, on la voit par le dessus, ça peut faire jusqu'à 2,5 km de haut, alors que l'épaisseur de l'anneau, seulement 10 mètres. Mais en bordure, tout à coup, c'est comme si vous êtes sur une surface plane et tout à coup, vous arrivez à une grande falaise devant vous. Hein? Et comment est-ce qu'on sait que ça peut aller jusqu'à 2,5 km? Regardez l'ombre. Alors, c'est en mesurant l'ombre qu'on peut calculer la hauteur. D'autres effets un peu bizarres, l'anneau F, qui est petit à l'extérieur de l'anneau A. On trouve à l'intérieur de l'anneau toutes sortes de nœuds et de tresses. On en voit ici. Ici, vous voyez, ça se promène un peu. Il y en a d'autres ici. Alors, l'anneau F a 2 composantes. Des fois, ça se rapproche. Ça change constamment. Système dynamique. C'est tout Cassini qui nous a montré ça. Vous ne savez rien de ça. Ça, c'est amusant. Ces 2 points de lumière-là, ce sont 2 satellites de Saturne. Ce qu'on appelle les satellites bergers, des petits satellites. Satellites comme ça peut être 7-8 km. C'est pas gros, là. C'est juste des gros cailloux. Mais leur effet gravitationnel va faire en sorte que l'anneau va être stable, relativement stable. Mais l'anneau ne va pas s'éparpiller n'importe où dans l'espace.
parce que les blocs de glace à l'intérieur de l'anneau vont être forcés de rester dans l'anneau à cause de la présence des deux satellites. À l'inverse, les deux satellites vont aussi occasionner ça ici. OK. Alors, l'anneau F. Alors, ça, c'est l'anneau E. Alors, tous les autres anneaux sont comme petits. L'anneau E, c'est tout ça ici. C'est comme un gros nuage. Et l'anneau E est produit par un petit satellite Encelade dont je vais parler. Et c'est lui qui occasionne cet anneau-là. S'il n'y avait pas Encelade, on n'aurait pas cet anneau. OK. On a parlé de Saturne en gros, on a parlé des anneaux. Maintenant, le dernier chapitre de la présentation, on va parler des satellites. Alors, les plus gros, Titan, 5000 km de diamètre, découvert par Huygens, le tout premier qu'on a découvert. Après Huygens, Cassini a découvert les 4 prochains. Alors, Cassini a découvert Rhea, Japet, Dionée, Tétis. Les 4, on parle de 1000 à 1500 km. Saturne, en tout, a 62 satellites. Alors, nous, la Terre, on a un. On a la Lune. Si on était sur Saturne, on verrait beaucoup de choses tourner. 62 satellites ne sont pas tous gros. Il y en a 11 qui ont 100 km et plus. Donc, disons qu'il y en a 11 relativement gros. Quoique 100 km, c'est pas gros. Là. Il y en a 13 entre 10 et 100 km, et il en reste une quinzaine qui sont encore plus petits. À l'échelle, ça c'est comme la planète Saturne ici. Ça, c'est Titan. Les 4 satellites découverts par Cassini, les plus gros après Titan, on a Rhea, Japet, Dionée, Tétis. Les 2 autres en grandeur découverts par Herschel au 19e siècle, Encelade, dont je vais reparler, et Mimas. Les autres sont plus petits. Évidemment, je n'ai pas les 62 ici. Chose toujours intéressante pour la taille de Titan en particulier. Alors, on a les planètes. On a la Terre, Vénus, Mars, Mercure. Alors, les 4 planètes rocheuses ne sont pas très grosses. Vénus est presque aussi grosse que la Terre. Mars, déjà, est pas mal plus petite. Mercure, c'est la plus petite des planètes. Alors, Titan, le plus gros satellite qui tourne autour de Saturne, est plus gros que la Lune, mais est plus gros que Mercure. Et donc, Mercure, c'est une planète, mais c'est un objet relativement petit. Titan, qui est un satellite, est plus gros que Mercure. Et Titan n'est pas le plus gros satellite dans le système solaire. La médaille d'or, c'est Ganymède. Ça, ce sont les 4 gros satellites autour de Jupiter. Alors, on a Io, Europe, Ganymède et Callisto. Alors, le plus gros satellite dans le système solaire, c'est Ganymède. Le deuxième, c'est Titan. Alors, on va parler de Titan. Maintenant, on parle des satellites. Je vais parler de Titan, surtout, et d'Encelade. Et je vais toucher à quelques autres satellites qui sont assez intéressants. Alors, quand on était de la Terre, puis on voyait Titan, vous voyez en bas, là, c'est ce qu'on voyait. Alors, on voyait une boule orange. On arrivait à voir quelque chose ici. On n'était pas certain. On pensait que c'était l'atmosphère qu'on voyait par la tranche un peu. Mais c'était comme du smog. On ne pouvait pas voir à travers. Et donc, tant que Cassini ne s'est pas rendu sur place, on ne connaissait rien de Titan. Maintenant, on sait que l'atmosphère, d'abord, je l'ai dit tantôt, le seul satellite dans le système solaire à avoir une atmosphère, surtout de l'azote. Alors, de l'azote, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre atmosphère. Dans notre atmosphère, en gros, 78 de l'azote, 20 de l'oxygène, puis un 2 d'un peu n'importe quoi. Donc, ce qu'on respire, c'est essentiellement de l'azote avec de l'oxygène. Évidemment, sans oxygène, on mourrait. Ce n'est pas l'azote qui nous fait vivre, mais c'est bon, parce qu'on respire beaucoup d'azote. On ne le sait pas. Mais sur Titan,
il y a beaucoup d'azote. C'est le composé principal dans l'atmosphère. On retrouve un peu de méthane, du CH4. L'atmosphère, c'est la deuxième atmosphère la plus dense dans le système solaire. Vénus, c'est la planète, l'endroit où l'atmosphère est le plus dense. Et avec Vénus, on a le même problème. À cause de la densité de l'atmosphère de Vénus, on ne voit pas le sol de Vénus. Hein? Tout ce qu'on voit. Vénus est très brillant. Pourquoi? Tout ce qu'on voit, c'est une boule de gaz. Ça réfléchit toute la lumière du Soleil. On ne voit pas la Terre de Vénus, on ne voit pas le sol vénusien. Alors, donc, l'atmosphère de Titan, très dense, deuxième dans le système solaire, beaucoup plus dense que l'atmosphère de la Terre. C'est pourquoi, tantôt, j'expliquais, quand on a descendu la sonde Huygens, on l'a fait par parachute, puis ça a descendu tout doucement. Alors, dans l'atmosphère, où on retrouve surtout de l'azote, mais un peu de méthane, les rayons ultraviolets du Soleil vont briser les molécules de méthane et vont former toutes sortes de composés. Ils vont former de l'éthane, du propane, de l'acétylène, du benzène, et tout ça ensemble va faire un genre de smog qui fait qu'on ne voit pas le sol de Titan. Mais il fait froid là aussi. Hein? On parle de moins 180. Alors, ce qui est important, pas important, mais intéressant de savoir, c'est qu'à ces températures-là, le méthane, qui est un gaz, devient liquide. Et donc, dans ce gros nuage d'azote-là, il y a du méthane, et le méthane, parce qu'il fait très froid, va être à l'état liquide, et parce qu'il est à l'état liquide dans un milieu soluble, parce que c'est un gaz, il va tomber. Et donc, sur Titane, il pleut, mais il ne pleut pas de l'eau. Il pleut du méthane sur Titane. Sur Titan, pas sur Titane. Hein? Donc, on a quelque chose d'assez extraordinaire. Sur Titan, on a de la pluie de méthane. Et la pluie va tomber sur le sol. Il fait très froid, hein? Mais sur le sol, il va former des lacs, des rivières. On retrouve des lits de rivières asséchées. On trouve des lacs plus dans l'hémisphère nord qu'au sud. On n'est pas certain si c'est un phénomène saisonnier. Sur Titan, on est à peu près à la même place que Saturne, et donc les saisons durent 7 ans et demi sur Titan. Hein? Et donc, là, calculez. La sonde Cassini est arrivée en 2004, elle est morte en 2017. Elle a été 13 ans autour. 13 ans sur 30 ans, c'est presque la moitié. Ça veut dire que depuis que Cassini tourne autour, on a connu 2 saisons. Hein? Et donc, on a commencé à avoir des changements saisonniers sur Titan. Alors, la question que personne n'a posée, mais que je vais poser, étant donné qu'on ne voit pas à travers l'atmosphère, comment ça se fait qu'on arrive avec des photos comme ça, puis on sait que ça, c'est des lacs puis des mers de méthane. Ah ah! C'est parce que sur la sonde Cassini, il y avait un appareil qui pouvait sonder le sol avec des rayons X. Alors, il faut savoir que quand on étudie un astre, on l'étudie dans toutes les longueurs d'onde. Longueur d'onde visible, dans l'infrarouge, dans le rayon X, dans l'ultraviolet. Et chaque longueur d'onde va nous apprendre quelque chose sur l'objet qu'on est en train d'observer. Alors, grâce aux appareils de mesure rayon X sur la sonde Cassini, elle nous a fait découvrir le vrai visage de Titan, le visage caché de Titan. Et c'est la même chose pour Vénus. Je vous ai dit, on ne peut pas voir le sol vénusien, c'est vrai, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Mais si vous allez sur Internet, vous allez voir des photos du sol vénusien, mais il est pris, comme ici, au rayon X. Alors, on a trouvé des dunes à l'équateur parce qu'on a vu sur les photos, hein, on sait ce que ça a l'air des dunes vues de l'espace. On a des photos des déserts sur Terre. On retrouve les mêmes formations sur Titan. Surface jeune, peu de cratères,
traces d'érosion. C'est intéressant, peu de cratères, parce que ça nous dit que la surface est dynamique. Il y a quelque chose qui se passe pour effacer les cratères. Parce que les cratères, il y en a partout dans le système solaire. Hein, c'est des roches qui tombent, des astéroïdes. Ça ne tombe pas juste sur la Lune. On a un ici dans Charlevoix, hein, mais il est érodé. Il est érodé parce qu'il y a de l'érosion sur Terre, il y a du mouvement tectonique, il y a du volcanisme. Alors, on a découvert qu'il y avait du volcanisme sur Titan, mais on n'utilise pas le mot parce que volcanisme réfère à du magma, qui est de la pierre en fusion, donc de très grande chaleur. Là-bas, il fait moins 180. Ce n'est pas une grosse roche, le Titan, quand même. Et donc, on appelle ça du cryovolcanisme, c'est-à-dire ce qui va sortir de la Terre, c'est des volcans de glace. Hein? C'est surprenant. Sur Terre, ça crache le feu, là-bas, ça crache la glace. Alors, on va avancer rapidement. Alors là, deux bizarres. Tantôt, Robert, tu demandais, est-ce que ça tourne dans le plan équatorial? Je dis oui, tous les satellites, essentiellement, sont dans le plan équatorial. Alors, si on regarde le centre ici, ça, c'est Jupiter ici. Pas Jupiter, Saturne, avec les anneaux, puis les premiers satellites. Non, ça, c'est les anneaux. Au centre, Saturne. Le petit point ici, c'est Titan, qui est déjà pas mal loin, qui va tourner dans le sens comme ça, dans le sens anti-horaire. Un peu plus loin que Titan, il y a Japet, hein, découvert par Cassini. Japet est encore un peu plus loin, et lui aussi, il tourne dans le sens anti-horaire. Et en fait, tous les satellites de Saturne vont tourner dans le sens anti-horaire. Mais après Japet, on va tomber sur ce satellite-là qui s'appelle Phébé. Et regardez-y l'air. Hein? Votre tante, elle ne s'est pas maquillée. Hein? Elle est toute croche, elle est toute poquée. Et donc, c'est un petit rocher qui est petit, qui n'est pas en équilibre hydrostatique, il n'est pas suffisamment gros, donc une forme irrégulière. Mais ce qui est important, deux choses qui sont importantes. Un, il ne tourne pas comme les autres dans le plan équatorial. Donc, son orbite autour de Saturne est penchée. Alors, si ça représente comme à l'horizontale le plan équatorial, Phébé, lui, il est penché par rapport au plan équatorial. Et donc, déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Il est bizarre, lui. On se demande d'où il vient, parce qu'il n'est pas comme ses frères et sœurs. L'autre chose, c'est que Phébé, au lieu de tourner dans le sens anti-horaire, comme tous les satellites, il tourne dans l'autre sens. Alors, c'est comme si quelqu'un s'en allait dans un sens unique, dans la mauvaise direction. Alors, tout le monde tourne comme ça. Lui, il tourne dans l'autre sens. Et il tourne à l'intérieur d'un gros beigne. Et ce gros beigne-là est composé de petites roches et de roches un peu plus grosses. Mais comme il tourne dans un beigne plein de roches, quand il se promène, lui, là, il y a toujours des roches qui vont rentrer en collision avec lui. Et donc, Phébé est continuellement bombardé par toutes sortes d'impacts. Quand il est bombardé, bien, ça jette d'autres poussières qui retournent dans le même gros beigne, mais de la poussière de toutes sortes de grandeurs. Et la poussière qui est plus fine, tranquillement, elle va migrer vers l'intérieur, va se diriger vers Saturne. Et quand elle va se diriger vers Saturne, elle va causer un problème pour le voisin. Parce que le voisin, c'est Japet ici. Alors, Japet, lui, tourne dans le bon sens, mais ici, juste à l'intérieur, tu as une poussière très, très, très fine qui vient de l'anneau de Phébé. Alors, Japet, lui, il va dans ce sens-là, la poussière, puis Phébé va dans l'autre sens. C'est comme si vous êtes l'été, vous conduisez sur l'autoroute et vous avez plein de mouches dans votre pare-brise. Mais les mouches dans votre pare-brise, est-ce qu'ils sont dans le pare-brise arrière ou en avant? C'est tout en avant, parce que les mouches sont devant, vous rentrez dedans. Alors, Japet, lui, il tourne autour de Saturne, il va dans un sens,
La poussière arrive dans l'autre sens. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. Un côté de Japet est noir, l'autre côté de Japet est blanc. C'est le seul satellite dans le système solaire qu'on connaît comme ça. Et pourquoi il est comme ça? Parce que quand Japet tourne, ici, il y a de la poussière qui arrive, bang, dans le front. Ça, c'est sa vitre arrière. Ça doit le ralentir. Et une autre chose intéressante au sujet de Japet, c'est qu'en plein centre, c'est pas gros, là, mais en plein centre, il y a comme un bourrelet central. Hein, ma tente est spéciale, cette tente-là. Un bourrelet central, mais des montagnes, ça fait 20 km de haut. Alors, c'est une petite boule. Au centre, on a un gros bourrelet, 20 km de haut. L'Everest, c'est combien? 8000 mètres, 8 km. Ici, la roche est beaucoup plus petite, mais au centre, là, il y a une bonne ceinture. Hein? Ça, Japet, c'est intéressant au télescope pour les astronomes amateurs, hein? Parce que Japet tourne évidemment autour de Saturne, et la moitié du temps, on voit la face plus sombre, la moitié du temps, la face plus éclairée, et donc son éclat va changer. Une partie du temps, on le voit mieux, l'autre partie du temps, il est plus faible, plus difficile à voir. Est-ce que j'aime mieux? Alors, Encelade, maintenant, c'est l'autre qui est très important. Encelade, 500 km, découvert par Herschel. Mais ce que Cassini a découvert là, c'est vraiment fantastique, pour les raisons suivantes. Ça, c'est le pôle sud. Ça, c'est pris avec un instrument à l'infrarouge. Et on voit 1, 2, 3, 4 grandes bandes ici, au pôle sud de cette boule-là. Et en même temps, au même endroit, on a découvert que ces 4 bandes-là correspondaient à des crevasses. Et Encelade, qui est une boule, on a découvert que la boule en surface, c'est de la glace. Donc, c'est une boule de glace. Mais non seulement on a découvert que c'était une boule de glace, on a découvert des crevasses et là où sont les crevasses, on a découvert des geysers. On en voit ici, on les voit ici. Alors, ça, c'est de la vapeur qui s'échappe d'Encelade. Donc, la question se pose, ça vient d'où? On n'a pas vu ça ailleurs. Là, on a une boule de glace qui jette de la vapeur. Et quand on a découvert ça, on a modifié l'orbite de Cassini et on a fait passer Cassini directement dans les plumes là, qui s'évaporaient. Ce qu'on a découvert, c'est que les geysers composés à 98 de vapeur d'eau, 1 d'hydrogène, 1 d'un peu de tout, hein, du dioxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac. Et là, on a fait l'hypothèse que sous la mer, sous la croûte glacée, il y avait une mer intérieure. Et donc, alors, quand on parle de mer, on parle d'eau liquide, là. Hein? Et de l'eau liquide, on en cherche sur Mars, il n'y en a pas sur la Lune, on en cherche partout. Et dans le système solaire, on cherche des traces possibles de la vie. Et quand on dit que s'il y a de la vie, ça prend de l'eau, bien là, tout à coup, on découvre un petit satellite et on est à peu près, en fait, les astrophysiciens sont convaincus qu'il y a effectivement une mer. Alors là, on essaie de comprendre les conditions qui font qu'il y a une mer, quelle densité elle peut avoir, quelle salinité elle peut avoir, toutes sortes de questions. Mais les composantes que l'on retrouve, parce qu'on a beaucoup, ici, ce n'est pas beaucoup en pourcentage, mais ce sont des composés importants parce que c'est ce qu'on appelle des composés organiques. Et la vie sur Terre est faite de composés organiques. Et donc, présentement, sur Encelade, on retrouve presque tous les composés organiques qu'on retrouve dans la vie sur Terre, sauf le phosphore, je pense, qu'ils vont peut-être trouver un peu plus tard. Alors, et donc, avec les geysers, c'est de la vapeur d'eau qui sort. Et c'est cette vapeur d'eau-là
qui va former l'anneau E ici. On a vu tantôt que l'anneau E était pas mal différent des autres. Alors lui, c'est vraiment amusant. C'est juste pour vous montrer la variété des satellites. Lui, c'est pas gros, mais regardez la forme. Forme irrégulière, ça a l'air d'une éponge. Mais parmi les satellites de forme irrégulière, c'est le plus gros. Il est proche de Titan et il est vraiment bizarre de bien des façons parce que sa période de rotation est instable et son axe de rotation est instable. Ça veut dire quoi? Alors, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, mais demain, ça va encore tourner 24 heures, puis après-demain, encore en 24 heures. La période de rotation de la Terre est stable. Saturne, ça tourne en 10 heures. Demain, ça va tourner en 10 heures, après-demain en 10 heures. La période de rotation de Saturne est stable. Hyperion, ce n'est pas stable. Et donc, elle peut tourner plus vite, elle va ralentir, elle va tourner plus vite, elle va rester là un bout de temps, d'un coup, elle va aller plus lentement, c'est instable. En plus, non seulement elle a une période de rotation autour d'un axe, mais l'axe est instable. Donc, à un moment donné, elle va se promener comme ça, d'un coup, elle va se promener de même, d'un coup, elle va se promener de même, d'un coup, elle va se promener de même. Donc, qu'est-ce qui arrive? Elle fait ça. Et donc, Hyperion, qui est un satellite qui tourne autour de Saturne, en fait, il déboule. Il est sur son orbite, il se promène dans toutes les directions. Il va un petit peu plus vite, un peu moins vite, il déboule. C'est le seul qui fait ça. Pourquoi on le sait? Grâce à Cassini. Alors, la sonde Cassini, là, pour les astrophysiciens, là, c'est le bon Dieu. Hein? C'est la Bible pour connaître Saturne. Présentement, il se pourrait qu'on retourne au milieu des années 2020, pas sûr. On va savoir l'année prochaine, parce que présentement, la NASA, entre autres, parce qu'ils ont beaucoup de projets, mais entre autres, ils ont 2 projets sur la table. Un, c'est un projet pour lancer un robot, une sonde vers une comète, mais il y a aussi un projet pour envoyer une sonde sur Titan. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'aucune de ces 2 missions-là vont arriver, mais si on est pour retourner sur Saturne, le plus tôt, ça va être autour des années 2020. Prochaine conférence, si ça vous intéresse, mois d'avril le 18, je vais parler de Pluton, des planètes naines, parce que Pluton est une planète naine, mais je vais élargir aussi. On va parler aussi de la ceinture de Kuiper, où se trouve Pluton et la plupart des planètes naines. Merci beaucoup. Merci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.